Donne la parole. Bonjour à tous, nous sommes chez Artop TV. Moi-même, Sofiane, je viens vous présenter un invité de marque qui s'appelle Yannick Delande. Il va nous parler un peu plus de son livre Au-delà les murs. Donc merci Yannick d'être présent parmi nous. Merci pour d'être venu. Merci de votre invitation. Bah, tout le plaisir est pour nous. Donc tu viens nous parler de ton livre, comme j'ai dit tout à l'heure, Au-delà les murs. Pourrais-tu te présenter pour commencer, s'il te plaît, Yannick? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, je m'appelle Yannick Deslandes, je suis un ancien détenu, j'ai passé 22 ans de ma vie en prison. Aujourd'hui, je suis intervenant en sensibilisation et prévention de la délinquance sur les réalités carcérales et sur les réalités du trafic de stupéfiants. D'accord, donc entre guillemets, bah tu mets ton expérience, tout ton vécu pour faire de la prévention auprès des jeunes, c'est bien ça? En fait, j'ai voulu transformer ces 22 années de ma vie en quelque chose de positif. C'est ma façon de retrouver aussi ma place dans la société, ma place de citoyen, et d'éviter à tout prix à certains gamins de prendre le même chemin, de redonner aussi de l'espoir à ceux qui ont pris ce chemin et qui sont en prison, mais également à sensibiliser tout ce qui est chef d'entreprise pour la réinsertion des anciens détenus. D'accord, Yannick. En tout cas, ça nous fait plaisir parce qu'on est on va dire, dans la même direction, donc ça nous fait vraiment plaisir. C'est une journée exceptionnelle même pour nous, Yannick. Merci encore. Et justement, pourrais-tu nous parler un peu plus de ton enfance, Yannick, parce que je sais que tu as une enfance difficile. Pourrais-tu nous expliquer un peu comment tu as grandi et où? Donc moi je suis originaire du quartier de Barbès dans le 18e arrondissement de Paris. Alors il faut resituer ce quartier à l'époque. À l'époque c'était la capitale de la drogue à Paris. Donc il y avait les drogues qui arrivaient de partout. On n'en parlait pas à la télé ni dans les écoles comme aujourd'hui. Ma mère, femme de ménage, qui avait 5 travails par jour, qui travaillait donc 15 heures par jour. Et mon père qui était alcoolique mais surtout qui était très violent. Donc dès l'âge de 6 ans, pour éviter cette violence familiale, bah, j'errais dans les rues de Barbès jusqu'à 22 heures minuit. Et tu as Voilà. grandi aussi en foyer, orthodoxe, Donc à l'âge de- grec, bien sûr. Effectivement. Donc en fait, à l'âge de 8 ans, il y a eu un signalement de l'école. Donc le juge pour enfants a décidé de me placer en foyer. Sauf que bah en fait, dans les foyers où j'ai été, j'ai retrouvé la même violence qu'à mon domicile, voire même pire parfois. D'accord. Donc j'ai fait 6 ans dans des foyers de l'ASE. Le premier, c'était effectivement un foyer qui était tenu par des curés orthodoxes grecs, D'accord. où la violence était quasi permanente. D'accord. Et comment tu as pu trouver un petit peu une stabilité raisonnable dans ce milieu? Comment tu faisais la distinction en fait entre le bien et le mal? Parce que vu qu'il y avait beaucoup de violence, comment tu arrivais à trouver ta place? Bah en fait, je l'ai pas trouvé. Je l'ai pas trouvé. J'étais toujours en fugue parce que bah d'un côté, j'avais l'impression de payer pour des erreurs qui n'étaient pas les miennes, et d'un autre côté, bah, avec le temps, en fait, j'en étais venu à me demander si finalement j'étais pas responsable de tous les maux de la famille. Mais dans tous les cas, j'ai toujours refusé cette situation parce que bah, ma famille, peu importe comment elle était, ça restait ma famille. Hmm. Et j'acceptais pas en fait cette situation, donc j'étais tout le temps en fugue. Et jusqu'à l'âge de 14 ans, où à la finale, bah, le juge pour enfants a décidé bah, de me dire, bah voilà, bah rentre chez toi, mais fais attention, plus tard, bah, tu risques la prison, quoi. Parce qu'il y avait D'accord. déjà un début, en tout cas, de délinquance, de petite délinquance. D'accord. Et justement, dans ce foyer orthodoxe, tu as trouvé entre guillemets une âme sœur, un frère. Pourrais-tu nous expliquer un peu comment la relation s'est établie dans ce foyer orthodoxe? En fait, dès que je suis arrivé, il y avait un petit gamin qui avait mon âge, on avait tous les deux 8 ans, donc il avait pas connu son père, donc il y avait quand même un manque de ce côté-là. D'accord. Et on a fait notre première fugue ensemble, ça faisait à peine un mois que j'étais dans ce foyer, et bah, comme deux mômes de cet âge-là, hein, on s'était fait une petite coupure, on avait mélangé nos sangs en se disant, bah, frère de sang, quoi, la vie à la mort. D'accord. Donc on partait le soir en pleine nuit, il pleuvait, on traversait des champs, puis des fois bah, on dormait sous la pluie, dans l'herbe, collés l'un contre l'autre, on se racontait des petites anecdotes de notre courte vie. On était vraiment inséparables, pour moi c'était vraiment le frère que j'avais jamais eu. Donc pendant 4 ans, bah, on a fait toutes nos conneries ensemble, toutes nos fugues, on a partagé vraiment beaucoup de choses. Et la quatrième année, en fait tous les ans on partait en vacances avec ce foyer, l'été, et la quatrième année il n'était pas là. Il y avait sa mère qui était présente à l'aéroport, qui était habillée tout noir, mais qui était loin, enfin on n'a pas pu lui parler, et au retour, bah, j'ai vu qu'elle était toujours là, et puis par la suite on a appris en fait que il avait mangé un repas que sa mère avait préparé, il a avalé de travers, il a failli vomir, il a voulu ravaler son vomi, il est mort étouffé, Et il est mort à quel âge, Yannick? à l'âge de 12 ans. 12 ans. D'accord. Et ça a été un traumatisme.
bien évidemment pour toi. Comment Ouais. t'as pu surmonter cette blessure profonde? Bah, j'ai appris à vivre avec, surmonter, je sais pas si c'est le mot, parce que bah, c'est toujours aussi présent. Voilà, j'ai 56 ans aujourd'hui, et cette perte pour moi, elle est toujours présente, quoi. Elle n'a jamais été oubliée. D'accord, bah qui repose en paix. Et comment ça se passait, on va dire, avec les éducateurs là-bas? Comment l'univers, comment c'était l'univers là-bas dans le foyer orthodoxe? Parce que c'est original d'être dans un foyer orthodoxe surtout. Donc ça devait être, je suppose, ça devait être vraiment très dur. En fait, c'était vraiment très strict, hein, quasi militaire, comme je dis dans mon livre. Euh, C'était un exemple tout bête. Enfin, moi, à l'âge de 8 ans, il y avait une petite môme bah, qui avait mon âge, hein, dans le foyer. On avait une petite amourette. Mhm. Et bah, comme deux gamins, on s'est fait un petit bisou sur la bouche, enfin un petit baiser de môme, quoi. Sauf qu'il y avait un éducateur qui était dans la salle. Ce que je ne savais pas, c'est que c'était son père. Il m'a attrapé par les cheveux, j'avais 8 ans quand même, hein. Il m'a soulevé de terre, il m'a ramené ce qu'il y a dans les toilettes communes. Et il m'a secoué, secoué, secoué dans tous les sens. Vraiment, j'ai cru qu'il allait m'arracher le cuir chevelu. Parce qu'au moment où j'ai attrapé sa jambe, je l'ai mordu pour qu'il me lâche. Et j'ai sauté par une fenêtre et je me suis barré. Donc, et dès que j'étais repris, bah là, j'ai pris des coups de bâton. D'accord, donc il y Et avait donc des c'était, violences même envers vous, envers les enfants qui sont oui, là-bas. oui, Il bien y a eu sûr. beaucoup de violence. En fait, t'as quitté un foyer où il y avait de la violence pour un foyer qui avait Oui, il peut-être y avait autant encore plus plus de de violence, violence. même, tout à fait. C'est vrai. Et on va dire que ça t'a pas facilité par rapport à ton parcours aussi que t'as pu connaître par la suite. Mhm. T'es rentré dans la délinquance. Le parallèle est venu? Enfin, comment t'as pu passer d'un petit jeune, on va dire dans un foyer, t'avais une vie entre guillemets, bah t'étais pas forcément dans la délinquance. Comment t'es passé à la délinquance? Mais en fait, donc j'ai fait ce premier foyer pendant 4 ans. Ensuite, j'ai été changé 2 fois de foyer. Et dans les deux suivants que j'ai fait, il y avait bah, des jeunes comme moi, enfin certains qui avaient déjà des petits problèmes de délinquance, d'autres qui étaient orphelins. Hmm. Et en fait, ben, entre nous, on essayait de se trouver une seconde famille, puisque c'est ce qui nous manquait à tous. Et donc, avec ces jeunes, voilà, ben, en fait, on faisait toutes les conneries ensemble, en fait. Dès D'accord. qu'il y avait quelqu'un qui proposait quelque chose, bah voilà, on est frangins, donc bah vas-y, on est parti, quoi, Hmm. on est ensemble. Et je me souviendrai toujours, ce dernier foyer, j'arrive, il y a 2 frères jumeaux qui sont là, ils ont 18 ans, ils sont plus âgés que nous. Ils organisent un cambriolage d'un magasin Infi. Donc ils nous invitent tous à les suivre. On part avec eux. On vide le magasin. Le lendemain matin, les flics sont là. Ils retrouvent des marchandises dans le foyer. Et les deux gars, bah, tout de suite, sont venus. Ils ont dit, OK, c'était nous, on était tout seuls. Et D'accord. ça, pour moi, ça m'a donné une vraie leçon de vie parce que bah, j'ai trouvé que c'était des gens qui avaient une honneur. Et c'est quelque chose qui me parlait. D'accord. C'est la première fois que tu étais confronté à des policiers? Ouais, D'accord. Pour un cambriolage. ouais. Et comment ça a basculé dans la grande délinquance? Donc après ça, bah, ça a été donc je suis parti déjà du dernier foyer, je suis retourné dans mon quartier. Là, j'ai fréquenté les copains de ma sœur aînée, donc qui avaient au minimum 3 ans de plus que moi. Donc là, bah, ça a commencé les vols de voitures, les cambriolages. À l'âge de 16 D'accord. ans, j'ai fait ma première prison. À Euh, l'âge de 21 ans? 16 ans. 16 ans, À pardon? l'âge de 16 ans, D'accord. j'ai fait ma première prison. Donc T'étais bah, chez là, les mineurs alors? j'étais chez les mineurs à Fleury-Mérogis au D'accord. CJD. Donc j'ai connu des gens en prison, j'en ai revu dehors. Puis après, bah, j'étais réincarcéré pour des temps un petit peu plus longs. Ensuite, je suis rentré dans le trafic de stupéfiants. Au départ, un petit trafic de stupéfiants. J'étais arrêté pour 4 kilos de cannabis, une arme à feu, des faux billets. Là, j'étais incarcéré dans une toute petite prison, donc tout se sait très très vite. Les gens ont vu que j'étais pas quelqu'un qui parlait et que j'étais quelqu'un de tranquille. J'étais approché par des gens qui étaient de 20 ans mes aînés, donc des gens qui étaient dans le trafic international depuis belle lurette. Ils étaient Ça a déjà collé, aguerris. ouais, qui étaient plus qu'aguerris même. Hmm. Donc tout de suite, ça a collé. Ils m'ont fait des propositions pour qu'on se revoie à la sortie. Ils m'ont fait des contacts et puis là, quand je suis sorti, bah là, c'était parti. T'avais fait ton réseau directement aussi, même t'avais fait un réseau là-bas, je J'ai connu suppose. des clients pendant mes détentions, j'ai connu des fournisseurs, j'ai connu, enfin voilà, vraiment toutes sortes de monde pendant mes détentions. Et bah voilà, quand je suis sorti, bah, je me suis investi dedans. D'accord. Et Yannick, la première fois que t'es arrivé à 16 ans en prison, à Fleury-Mérogis, quelle a été ta première impression? Parce que c'était la première fois que t'étais confronté à ce genre d'événement, on va dire. Ben, en fait, quand je suis arrivé pour la première fois à Fleury-Mérogis, déjà c'était une très très courte peine, c'était vraiment que quelques jours, donc un temps qui est pas assez long pour se rendre compte de De ce la qu'est dureté. l'enfermement. D'accord. Et avec tous les foyers que j'avais fait, bah en fait j'avais l'impression simplement que c'était un foyer de plus. Bah, la Mhm. seule différence c'est que là bah j'étais pas violenté. En plus j'ai retrouvé même des gars que j'avais connus en foyer, donc
Puis finalement, ça m'a enlevé la peur de la prison. D'accord. Et ça veut dire que pour toi, en fait, c'était juste une succession d'événements que tu as déjà connus, on va dire, entre guillemets. Oui, pour moi, j'étais pas dans l'inconnu parce que j'ai retrouvé plein de gens de mon quartier, j'ai retrouvé des gens que j'avais connus en foyer, et finalement, c'était un enfermement comme un autre, quoi. T'es resté Donc, combien de temps, Yannick? la première fois, 8 jours. 8 jours. Ouais. Ah, d'accord, ok. D'accord. Et ça se passe comment en prison chez les mineurs? Bah, à l'époque, en tout cas, on était en cellule individuelle. Il n'y avait pas la télé. Elle n'était pas encore arrivée. Euh, En fait, il n'y avait pas grand-chose, hein. On avait 1 heure de promenade le matin, 1 heure l'après-midi. On avait des accès quand même à des formations ou des ateliers assez rapidement. Mais bon, enfin moi, en 8 jours, j'ai rien eu le temps de faire, quoi. Hmm. C'était la promenade, c'était D'accord. de voir finalement qu'il y avait plein de gens que je connaissais. Euh, En 8 jours, enfin, j'ai rien Hmm. fait, quoi. Pas assez pour ne plus te donner l'envie d'y aller, en tout cas. Non, du tout, non. D'accord. Et tu m'as dit qu'à une sortie de prison, tu avais créé un petit réseau Ouais. en prison. Mhm. Donc t'es sorti, comment la transition s'est passée? Comment t'as mis les choses par des actes, on va dire? Bah, en fait, ça a été en escalade, hein. Au début, bah, t'arrives en prison, tu rencontres des mecs, ils vont dire, bah, nous, on cambriole de telle et telle façon, on utilise tel et tel matos, bah, tu sors, ils sortent, tu les revois, vous faites quelques cambriolages ensemble, puis un jour, bah, tu finis par retourner en prison, puis là, on te parle de vol de voiture, tu rencontres des braqueurs qui disent, bah, nous, bah, tiens, on a besoin des voitures, donc, bah, ça m'est arrivé de voler des voitures pour des braqueurs, et puis, voilà, enfin, de Ah, t'as fil en commencé par aiguille, les braquages, puisque je sais que dans ton livre, tu par les parles voitures. beaucoup En fait, de... je volais des voitures pour des braqueurs. D'accord, d'accord, Et ensuite, bah, de fil en aiguille, là, j'ai commencé à rencontrer des trafiquants. Et puis, bah voilà, puis j'ai commencé à vendre. Je suis parti dans l'ouest de la France. Et bah, j'ai acheté, j'ai revendu. Enfin, comme je suis quelqu'un qui sait gérer assez bien l'argent, enfin, j'avais pas de problème à ce niveau-là. Donc, bah, j'ai très très vite compris comment ça fonctionnait. Et donc, bah, j'ai gravi les échelons très vite. d'accord. Et t'es parti combien de fois en prison? T'as dit que t'as fait 22 ans. C'était sur des périodes différées? Ouais. Alors, au départ, c'était des petites peines, hein, donc ça a été 1 an, 15 mois, 32 mois. Ensuite, c'était 4 ans et 5 ans. Et mon avant-dernière peine, j'étais arrêté en Espagne. J'avais 4 tribunaux qui me demandaient. Et j'étais condamné au total à 17 ans et 8 mois de prison D'accord, pour trafic de stupéfiants. d'accord. Il n'y a pas un moment donné, on va dire, quand tu faisais de la prison, quand tu ressortais, t'étais pas déterminé à un moment donné d'arrêter? Avant d'avoir fait tes 22 ans plein? Alors, j'ai essayé, mais le problème était toujours le même, c'est que tu fais une peine de prison, qu'est-ce qu'on te propose pour la sortie? Alors, soit une formation qui va durer juste quelques mois pour remplir des cases, mais qui a absolument aucun débouché. Donc, une fois que tu as fini ta formation, bah, tu retournes dans ton quartier, tu revois les gens que tu fréquentes et bah, Il n'y a en pas de fait, suivi, il n'y a quoi. pas d'autre alternative. D'accord. Soit on te proposait des boulots, de la manutention, de la plonge, un boulot d'être cuisinier, tu vas faire de la pluche toute la journée. En tout cas, rien De passionnant. de passionnant qui va vraiment te donner envie de poursuivre. Donc, au bout d'un moment, bah, tu jettes ton tablier, tu dis, vas-y, foutez-moi la paix avec vos trucs et tu repars dans tes conneries. Ce qui D'accord. a manqué, c'est vraiment ça, c'est l'accompagnement, c'est des propositions euh, pour trouver une vraie place, que ce soit professionnelle ou dans la société, tout simplement. D'accord. Et tu peux nous parler un peu plus de ton commerce que tu faisais bien évidemment avant, parce qu'aujourd'hui, je tiens à rappeler que t'es dans la rédemption, t'es dans la prévention, tu te déplaces souvent aussi dans les prisons, dans les foyers, dans les associations. Déjà, franchement, merci pour le travail que tu fais, de nous mettre à contribution tout ton savoir, toute ton histoire pour des choses positives pour les jeunes, c'est important. Et donc, on n'est pas là pour inciter à la violence ni dire que la drogue, vendre de la drogue, c'est bien. Non, pas du tout. Au contraire, on est là vraiment pour porter un message positif par rapport à des gens qui ont connu ça et qui aujourd'hui, est-ce que tu regrettes, Yannick, ton vécu, enfin, de ce que tu as vécu par rapport, Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir eu la possibilité de vivre autre chose et de faire d'autres choix. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir été là pour élever mes enfants. Ce que je regrette, c'est d'avoir vu ma mère me rendre visite dans 23 prisons au total. Ce que je regrette, il y a plein de choses que je regrette, bien sûr. Euh, Maintenant, ce que je regrette pas, c'est l'homme que je suis devenu aujourd'hui. mm, C'est aussi tout ce parcours qui a fait qui je suis aujourd'hui. mm, Si aujourd'hui j'arrive à éviter à un gamin d'aller en prison, si j'arrive à montrer à un détenu bah, que oui, d'autres voies sont possibles, si j'arrive à convaincre un employeur de faire un travail à un ancien détenu, mm, euh, à ce moment-là, je regrette pas parce que je me dis que finalement tout ça sert à quelque chose de mm, positif. mm, mm. Parler du trafic en lui-même, très, très clairement, il n'aurait aucun intérêt. Tout ce que je peux dire sur le trafic, c'est que oui, c'est vrai, tu peux gagner de l'argent, En mais fait, on c'est voulait cet juste argent. savoir comment ça se passait pour éviter les pièges parfois de. On aime bien, on va dire entre guillemets, plonger les personnes
dans le vif du sujet Ouais. pour au final tirer, on va dire, des leçons ou des messages préventifs. On n'est pas là Ouais. encore une fois pour Bien inciter à la sûr, c'est ce que violence j'allais ni dire, bien sûr. au contraire, hein, même Mm. aujourd'hui on le redit encore et on le redira jamais assez. Tu es dans la prévention, Bien tu es dans sûr. les messages préventifs positifs pour les jeunes, tu te déplaces souvent. Donc c'est pour ça c'est important pour nous vraiment de parler du vif du sujet entre guillemets Mm. pour en tirer les Bien sûr. meilleures leçons possibles. Ce que j'explique souvent aux jeunes, souvent les gamins aujourd'hui sont recrutés, on lui dit voilà, bah, fais guetteur, 4 heures par jour, tu gagnes 100 euros par jour. Donc le calcul il est vite fait, 3000 euros par mois, il n'y a aucun boulot qui va me le proposer. Mm. Donc forcément il y a énormément de gamins qui se laissent tenter par ça parce qu'ils ont un besoin d'argent et d'argent immédiat. Donc ce que je leur explique, c'est que quand tu fais guetteur, à un moment donné ou à un autre, il y a une voiture de flic, parce qu'elle sera banalisée, parce que ce sera peut-être pas les flics que tu as l'habitude de voir, elle passera. Mm. Sauf que le jour où elle passera, qu'elle arrêtera de la marchandise, le mec qui donne les 100 euros par jour, là il aura un autre langage avec toi, et il te dira que tu étais responsable de cette marchandise et qu'il faut la rembourser, avec Mm. les intérêts bien sûr. Et donc là, on n'est plus sur 4 heures par jour avec 100 euros par jour, on est sur 12 heures par jour gratuitement. Mm. Et là, tu deviens vendeur, et donc, tu es en première ligne de mire, à un moment donné, tu te feras arrêter, tu iras en prison. Mm. Et ta dette, elle n'aura pas été effacée, au contraire, elle va augmenter parce que si tu te fais arrêter, ça sera avec de la marchandise Mm. qu'il faudra à nouveau rembourser. D'accord. Et encore une fois, avec les intérêts. Et là, bah, après, c'est l'escalade, en fait. Des fois, il y a des jeunes, vraiment de 12 ans, 13 ans, où il y a des mecs qui leur disent, bah tiens, va acheter une balle de tennis au-dessus de la prison, je te donne 200 balles, ça te prend 5 minutes. Bah, le gamin, bah, Il va 200 le balles, faire. bien sûr, il Mm. va le faire. Sauf que ce qui se passe, c'est que le même mec, des fois, bah, il va appeler un inspecteur avec qui il travaille régulièrement, il lui dire, écoute, j'envoie un môme, bah, c'est bon, tu peux le choper, comme ça, tu fais tes chiffres, j'en envoie 2 autres derrière, tu les laisses passer. Comme ça Sauf que, comme ça moi tu me laisses tranquille. moi, tu me laisses tranquille, toi, tu fais tes chiffres, et puis le gamin, quand il va rentrer, qu'il aura perdu la marchandise, bah, il va travailler pour moi gratuitement un petit peu. D'accord. Donc voilà, c'est que des pièges en fait. C'est vraiment que des pièges. Mais ceux qui s'enrichissent, c'est jamais ceux qui sont en bas de l'échelle de toute façon. Mm. Et même ceux qui sont en haut de l'échelle, il y en a aucun de toute façon qui s'en sont indemnes. Mm. Parce que même celui qui gagne de l'argent, il vit dans un stress permanent. Il est Mm. toujours obligé de regarder au-dessus de son épaule. Et tôt ou tard, de toute façon, sa vie Ça va suivra soit retomber en dessus. prison, Mm. soit bah, dans la tombe de toute Et manière. faire du mal à ses parents aussi, parce qu'on Bien oublie sûr, souvent que parfois quand on prend des initiatives, bah, on entraîne parfois toute une famille derrière. tout à fait. Ce que j'explique aussi souvent aux jeunes, c'est que parce qu'il y en a des fois, ils me disent, ouais, mais c'est aussi pour aider ma famille. Sauf que quand tu es en prison, en fait, c'est qui aide qui? Quand ta mère, elle est obligée de faire des centaines de kilomètres pour venir te voir, Mm. quand elle est obligée de se priver de manger pour t'envoyer un mandat ou pour payer ton avocat, Mm. quand elle pleure toutes les larmes de son corps parce qu'elle a entendu aux informations qu'il y a un gamin qui est mort dans la prison en Mm. tête et qu'elle prie tout ce qu'elle a, que ce soit pas à toi que ça arrivé. Finalement, qui aide qui? T'aides personne Mm. là-dedans. Tu leur causes Voilà. plus de choses néfastes que des Bien choses sûr. positives. Bien sûr. Et c'est pour ça que j'essaie régulièrement d'inviter des mamans lors de mes témoignages, parce que tous ces gamins, ils ont aussi une mère, et d'entendre une mère raconter ce qu'elle vit, euh, Ça vraiment pour déchire le leur cœur. montrer, voilà, au moins ils en gardent quelque Mm. chose, et des fois ça les fait réagir. Mm. Exactement. En tout cas, merci Yannick. Mais tu as été, désolé peut-être d'insister, je veux pas insister, mais tu as été vraiment dans le trafic international. Ouais. T'étais pas un petit trafiquant. Donc comment ça se passe? Comment cet univers-là, comment, c'est quoi les codes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Comment ça se passe? C'était quoi une journée type de Yannick Delande en des années avant? Sans Ouais, forcément tout dire, mais juste non, quelques bien petits sûr. pips pour qu'on puisse comprendre un petit peu ton environnement. Ouais. Quel a été ton environnement? Une journée type chez moi à l'époque, c'était bah vas-y, je mettais un coup de volant, je montais en Belgique, j'allais voir mes potes, je prenais de la marchandise, je mettais une voiture ouvreuse, je revenais vite fait en France, j'allais voir deux trois clients à moi qui étaient dans 3 départements différents, donc pour les livrer. Voilà, bah il fallait faire attention avec les flics, il fallait faire attention à tout, il fallait se méfier de tout. Voilà, pas de téléphone. Voilà, c'était toujours en fait à courir, à courir, à La cavale courir. aussi, tu étais souvent en cavale. Ouais, après bon. Comment se passe une cavale, Yannick? À la cavale, ça c'est autre chose. Quand vous êtes en cavale, bah, en fait, vous êtes dans une prison invisible, vous êtes dans une autre prison, parce que bah, vous pouvez pas sortir comme vous voulez, il faut toujours se méfier de tout, vous voyez plus vos proches. C'est une autre forme de prison, en fait. C'est une autre D'accord. forme de prison. Enfin, moi, quand j'étais arrêté en Espagne au bout d'un an et demi, quelque part, j'étais soulagé, parce que de toute façon, ça pouvait pas durer comme ça. Hmm. J'entends souvent que après une cavale, quand on se fait attraper, les gens ils sont beaucoup plus soulagés. Comment t'expliques ça, Yannick? Bah, parce que de toute façon, la cavale, elle dure qu'un temps. Mhm. C'est pas une fin en soi. Et, aller de nous-mêmes, en fait, nous rendre pour aller en prison, c'est quelque chose Hmm. d'impossible, c'est pas Hmm. humain. Ouais, ouais. Mais quand on se fait arrêter, ben, on se dit, voilà, en fait, plutôt tu rentres, plutôt tu sortiras. Donc, Hmm. bah, enfin, on va pouvoir enclencher bah, le temps que tu dois faire, en tout cas, bah, pour pouvoir en être libéré un jour. Donc D'accord. oui, bien sûr, c'est toujours un soulagement.
D'accord. Et justement, quelle est l'étape précédente où tu as décidé de tout arrêter? Euh, avant tout ça, Oui. à un moment donné, donc, Le jour où tu t'es dit, c'est bon, ouais. à partir de ce jour-là, j'arrête tout, je deviens un autre homme. Ah, depuis que j'ai arrêté vraiment? Ouais. D'accord. D'ailleurs, tu l'as écrit en prison, c'est ton livre. Ouais, Hein? ouais. Comment ça s'est passé un petit peu, excuse-moi, la construction de ton livre? Ah, Au-delà les murs. la Très construction, très très c'est très bon livre, je vous le recommande. Où on peut le trouver, s'il te plaît, Yannick? euh, en tapant tout simplement sur Internet, au-delà les murs, édition Ballant. Donc, D'accord? il y a plusieurs liens où on peut le trouver. D'accord? En fait, quand j'ai écrit ce livre, j'ai voulu d'abord dire que derrière ce terme de détenu, c'est avant tout des hommes et des femmes qui ont des Mhm. qualités, qui ont des défauts, qui ont une sensibilité, qui ont un parcours de vie. Il y a personne en fait qui se lève un beau matin en disant bah, je vais devenir trafiquant, braqueur, assassin ou je ne sais Mhm. quoi. C'est vraiment un parcours qui fait qu'à un moment donné on arrive à faire des mauvais choix. J'ai voulu aussi montrer par ce livre que finalement il n'y a pas d'âge pour s'en sortir. C'est pas parce qu'on rechute une fois, deux fois, 10 fois s'il le faut qu'on n'y arrivera pas. C'est un peu comme le mec qui fume, qui fait plusieurs rechutes. Mhm. Bah, à un moment donné, avec de la volonté, on y arrive. Mhm. Moi, je suis ancien fumeur, j'ai fumé 35 ans. Ça fait 9 D'accord. ans que j'ai pas touché une cigarette et j'ai passé autant de temps dans les délinquances et aujourd'hui, bah, je suis complètement sorti de tout ça. Euh, Et quelles ont été les causes, Yannick? Peut-être une Pourquoi rencontre je que m'en tu as sors? fait? Ouais, effectivement. Peut-être une Alors, rencontre, peut-être quelque chose qui t'est arrivé. il y a eu plusieurs choses. Il y a eu déjà un travail personnel sur moi-même, sur mon parcours. D'accord? Le fait d'avoir mûri aussi, d'avoir découvert la vie un petit peu autrement. Mhm. Beaucoup de déceptions de cette vie-là qui ont fait qu'à un moment donné, je me suis dit, bah, en fait, je me suis trompé de vie. En fait, c'était pas une vie pour Mhm. moi parce que moi, j'ai grandi avec des valeurs et finalement, dans ce monde-là, il y en a pas tant que ça. Il y a plus de trahison qu'autre chose. Et après, plein de belles rencontres aussi. Ça a été Et une t'as perdu rencontre. beaucoup de gens aussi, Yannick. J'ai perdu énormément de gens. Bah, il y a Ta pas sœur, en l'occurrence, qu'elle j'ai repose en paix. j'ai perdu ma sœur aînée dans la drogue, j'ai perdu mon père dans l'alcool. Un groupe de 50 gamins qu'on était quand j'étais tout petit à Barbès, Mhm. aujourd'hui on est plus que 5 survivants, tous les Mhm. autres sont décédés. Et ensuite, ce qui m'a aidé à m'en sortir, ça a été bah, déjà la présence de ma mère qui a été un pilier dans ma vie, qui m'a jamais lâché. Ça a été la Eh ben, rencontre on lui avec... fait des gros bisous ah oui, et on lui fait un grand big up. En tout cas, toujours. félicitations à vous. Ouais, elle mérite vraiment beaucoup. Gros bisous. Ouais. Et ça a été la rencontre avec mon épouse, bien sûr, qui est un pilier dans ma vie, qui est à mes côtés chaque jour et qui est présidente de l'association qu'on a créée ensemble. Ça a été la rencontre Elle avec un s'appelle comment visiteur l'association, Yannick? Murmure. Ah, bah, d'accord. Ah, tu l'as fondée avec ta maman. Non, avec ma Non, femme. avec ta Avec femme, ma autant femme. pour moi, Avec pardon. ma femme. Ok, d'accord. Avec ma femme. Après, il y a eu voilà des rencontres avec mon visiteur de prison qui est devenu mon ami et qui est trésorier aussi de notre association. Enfin, voilà, la rencontre aussi avec mon employeur qui m'a fait confiance et chez qui je suis toujours en CDI. Voilà, ça a été aussi plein de belles rencontres qui ont fait qu'à un moment donné, bah, j'ai réussi à m'en sortir. Et il y a aussi le fait d'avoir trouvé la foi qui m'a Mhm. beaucoup aidé. Pour moi, voilà, cette fois, c'est ce qui m'anime aujourd'hui, c'est ce qui me porte aussi, D'accord. et c'est ce qui me permet bah, de retrouver en fait mon identité de qui je suis, Un peu d'espoir même. beaucoup Beaucoup d'espoir et d'espoir. aussi bah, ce que je dois donner aux autres de quelle façon, en tout cas, je peux aussi reprendre ma place dans cette société. Mm. Parce que 22 ans de prison, c'est énorme. C'est pas commun. Comment t'as pu surmonter toutes ces années de prison? Et surtout, surtout, quelles a été les activités que tu faisais là-bas pour un petit peu oublier un peu ton univers carcéral? En fait, la prison, c'est très compliqué, c'est très dur à vivre parce que c'est une attente permanente, c'est une privation d'absolument tout. On se lève le matin, on attend que la porte elle s'ouvre, on attend la promenade, on attend le repas. Enfin, c'est vraiment une attente permanente. Euh, si on veut garder la tête hors de l'eau, en fait, il y a différentes méthodes. Alors il y a ceux qui vont prendre des cachets, parce que alors ça on adore Mhm. distribuer les cachets là-bas, Mhm. et ils sortent, c'est des légumes. Mhm. Il y a ceux qui vont s'endormir la tête avec le cannabis, qui vont fumer du matin au soir, et quand ils sortent, en fait, ils en sont malheureusement toujours au même stade. Et il y en a d'autres bah, qui se tuent au sport, parce qu'effectivement le sport ça permet Mhm. d'évacuer. Tu faisais partie de ces gens-là, Yannick? Un peu de Entre sport? autres, D'accord. beaucoup de sport. Je faisais jusqu'à 6 heures de sport par jour, mais j'ai rapidement, en fait, j'ai jamais voulu, j'ai toujours voulu que ma vie ne s'arrête pas aux portes des prisons. Donc même à l'intérieur, j'ai toujours voulu continuer à vivre. Ce qui m'a sauvé, c'est déjà d'avoir toujours eu des relations sentimentales. D'accord. Donc j'ai toujours eu ma tête qui était à l'extérieur. Mhm. J'ai toujours été en contact avec l'extérieur. J'ai repris des études, j'ai appris à lire et à écrire. J'ai passé plusieurs D'accord. diplômes. J'ai toujours travaillé.
J'ai suivi une longue thérapie parce que bah, au début j'avais besoin de savoir pourquoi je souffrais, pourquoi je trouvais pas ma place sur Terre, pourquoi j'avais ce sentiment d'abandon qui me dévorait de l'intérieur. Donc j'ai suivi une très très longue thérapie parce que j'avais besoin de réparer des choses qui avaient été détruites très jeunes. Voilà, c'est vraiment tout cet ensemble en tout cas qui m'ont permis de m'en sortir. D'accord. Euh, Et effectivement, Yannick aussi, t'as essayé de malheureusement de te suicider en prison. Je vais te laisser expliquer l'histoire parce qu'elle est elle est très forte et même nous dire qui t'a sauvé. En fait, c'était le jour de mes 40 ans, je suis en cellule, je prépare des petits gâteaux pour fêter mon anniversaire. Et dans cette prison, les douches, qui sont dans des pièces communes, l'horaire maximum, c'était 11 heures. Donc je fais attention à l'heure, 11 heures moins le quart, je mets un papier en travers de la porte pour appeler le surveillant. Mhm. Je l'entends passer deux, trois fois, il ouvre pas la porte, et à 11 heures pile, il ouvre la porte en me disant, ouais, vous voulez quoi? Et donc je dis surveillant quand même, ça fait un quart d'heure que je vous ai mis le drapeau pour aller à la douche. Je savais que c'était un surveillant qui était souvent dans la provocation. Et il me dit, non, c'est pas vrai, t'es un menteur. Et à ce moment-là, enfin moi j'étais une boule de nerfs à l'époque, comme je disais, je faisais 6 heures de sport Mhm. par jour, j'avais été travaillé par des associés, donc il y a des choses que je T'avais pouvais les pas nerfs à accepter, vif. ouais, complètement. Mhm. Et donc là, bon, j'ai bondi tout de suite en disant mais que je permettais à personne de m'insulter, encore moins un connard comme lui de me traiter de menteur, Mhm. et surtout qu'il connaissait la vérité. Puis là, il a mis son visage très très près du mien, ben, provocation, qu'est-ce Provocation, qu'elle ouais. fera pour, Mhm. voilà, pour déposer plainte. Et donc je lui ai craché au visage en disant que c'était un PD, que je frappais que les hommes. Donc il a sonné l'alarme, j'ai pris 30 jours au mitard. Donc j'arrive au mitard, les 2 premiers jours, je suis un peu sur les nerfs, donc on gamberge pas trop. Et puis à un moment donné, bah, les nerfs ils finissent quand même par retomber un Redescendre. petit peu. Et quand ils retombent, en fait, on n'a plus d'échappatoire comme dans une cellule normale. Il n'y a pas de sport, on peut pas Mhm. cuisiner, il n'y a Ouais, pas bah la oui. télé. Donc Mhm. on se retrouve vraiment face à soi-même, face à sa vie et à tout ce qu'on a. Et les prisons d'avant, c'est pas les prisons d'aujourd'hui, hein. Non, ça c'est sûr. Et on se retrouve vraiment face à notre histoire, en fait, à tout ce tout ce qui est important pour nous. Et là, bah, progressivement, bah, déjà, je me dis, waouh, j'ai 40 ans, j'ai 17 ans de prison à faire, 17 ans et 8 mois, mais je sors, ça y est, ma vie, elle est finie. Mhm. Et après, je me dis, toutes ces années de prison, finalement, pour rien, puisque j'ai perdu absolument tout ce que j'avais mis de côté. Et puis, et je pourrais, Avec les mandats et tout ça, t'as perdu, c'est comme ouais, ça? avec les Les mandats, les trahisons. avocats, les trahisons, les Ok. vols, ce que la police a pris aussi, bien sûr, Ok, pour j'espère que vous toutes entendez les bien. saisies qu'il y a eu, Voilà. mais Et surtout au toutes les final, t'as trahisons. gardé que ces années de prison, en fait, au final. Il me reste que ces années de prison. Il me reste plus que ces années de prison parce que j'ai une amende que je paierai à vie, que je paye déjà Mhm. depuis 20 ans, une amende douanière que je paierai jusqu'à la fin de ma vie. Euh, et donc j'ai un petit peu toutes ces choses qui remontent. Mon divorce, que forcément, quand on est condamné à 17 ans, on peut pas demander à une femme de nous attendre. Mhm. Mes enfants que je vois pas parce que bah, ils sont à plus de 500 kilomètres de moi. Ma mère qui est âgée, que je ne suis même pas sûr de revoir de son vivant. Et la trahison de mon propre frère, la trahison de mes pseudo-associés et pseudo-amis, enfin ceux en tout cas que je pensais être mes amis. Mhm. Et pendant plusieurs jours, donc j'ai ça qui me ronge, qui me ronge, qui me ronge, et à un moment donné, je me dis, bon allez, t'es un grand garçon, en fait, t'as joué, t'as perdu, bah c'est peut-être le moment d'éteindre l'interrupteur. Donc je m'assois, je commence à écrire à mes enfants et à ma mère, et j'attends que le surveillant passe, donc je l'entends ouvrir la grille à l'entrée des parloirs. Il ouvre un œilleton, il regarde, deuxième, il regarde mon œilleton, puis il repart dans l'autre sens. Et je l'entends ouvrir la grille et repartir. Donc à ce moment-là, je ferme mes lettres, je prends mon drap, je l'attache au barreau, je me le passe autour du cou. Et au moment de laisser mes pieds tomber dans le vide, en fait, le surveillant n'était pas parti, il a fait semblant de partir, il est revenu. Il a ouvert l'œilleton, il a sonné l'alarme tout de suite, la gradée qui était pas loin, ils sont venus, ils ont ouvert la porte, ils ont tout enlevé. Quelques dizaines de minutes plus tard, il est revenu dans la cellule. Il m'a dit, écoute, je suis le dernier à avoir ma place à côté de toi parce que mon père a été tué par un voyou. Mais quand même, je vais prendre le temps de te parler. Viens, assis-toi avec moi sur ton lit. Donc on s'assoit tous les deux. Il m'a dit, dans la vie, tu peux en avoir marre. Tu as le droit d'avoir envie d'en finir, c'est ton droit. C'est compréhensible. Mais par contre, tout à l'heure, quand on a vidé ta cellule, j'ai vu qu'il y avait 2 lettres pour tes enfants. Et il y a une chose que tu n'as pas le droit, c'est de laisser un tel héritage à tes enfants. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas pensé. J'ai Mhm. pensé peut-être ne pas être un boulet pour les autres, mais en fait, j'ai pas du tout pensé que se suicider en prison, c'est vraiment laisser cet héritage à tes enfants, mais à ta mère aussi. C'est de les abandonner C'est en de les quelque sorte, ouais. abandonner et en plus de les abandonner, c'est de leur laisser quelque chose avec lequel il va falloir qu'ils vivent. Mhm. Et c'est vrai que ce jour-là, bah, ça m'a vraiment fait réagir. Je me suis dit, ok, t'as remonté plein de choses dans ta vie. Il y a du chemin, il y a du boulot, mais bah, on va remonter tout ça en fait. Et ça a vraiment été un des démarrages, en tout cas, de ma reconstruction. Il a été très bienveillant.
Bah, s'il nous écoute aujourd'hui, bah, on tenait à le À le remercier remercier parce que sinon profondément il et serait pas à côté de sincèrement. nous C'est vrai, aujourd'hui et il ferait pas autant de choses qu'il fait aujourd'hui. c'est Donc, vrai. merci beaucoup et heureusement qu'il y a des gens encore humains en détention ou à l'hôpital ou dans des choses où les personnes vivent des choses vraiment très difficiles. Donc, c'est important d'être humain. Donc après, on rejette pas la faute forcément sur eux parce qu'ils sont quand même dans un univers, dans un Bien sûr, métier qui est très 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 difficile. c'est vrai. Donc je tenais à vous remercier et bon courage à tous ceux qui font ce métier-là. Et Yannick, Et j'espère sincèrement qu'un jour je pourrai le re-rencontrer lors de mes interventions en prison. il était où en prison? On était à Nantes à À l'époque. Nantes? Mais comme il tourne assez, les Ah surveillants, ils d'accord. restent pas toujours au même endroit. Voilà, qui sait, le monde est petit, donc Hmm. peut-être qu'un jour on arrivera à se recroiser. Et là justement, on pourrait parler juste de ta réinsertion après ta sortie de prison. Là où t'as vraiment, entre guillemets, où t'étais vraiment attaché à tout arrêter. Pourrais-tu nous préciser un petit peu comment ça s'est passé, ta transition? Donc je suis sorti pendant la première année, ça a été d'abord essayer de retrouver une place dans la société, donc recherche de travail. Je répondais à peu près à 10 offres par jour, mais à chaque fois ce qu'on me demandait c'était le casier judiciaire ou alors c'était le manque d'expérience parce que j'étais trop vieux, Hmm. ou enfin bon, c'était vraiment très T'es compliqué. sorti à quel âge la dernière J'avais 50 ans, c'était il y a 6 ans. D'accord. Au bout d'un an, Bon, on dirait que t'as 40 ans, wesh. non, c'est parce que je suis pas rasé, je me cache derrière. Euh, T'es bien conservé en tout cas, grâce à Dieu. merci. Ouais, grâce à Dieu, Inch'Allah. Avec tout ce que t'as Euh, vécu et tout ça, c'est le sport qui fait ça. ouais, bah tant mieux. Ça, c'est pour ça que je conseille à tout le monde de faire du sport parce que c'est Et vraiment même la important nouvelle pour vie la que tu as santé. maintenant avec ta femme, tes enfants, t'as un Ça travail, t'es change absolument, réinséré. En bien plus, sûr. je pense que tu fais ce que t'aimes en allant en Mm. prison pour pour passer des messages préventifs et tout ça. Mais avant d'en arriver là, comment ça s'est passé Bah, ta réinsertion? en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'abord j'ai trouvé un premier travail. J'étais veilleur de nuit dans un centre pour migrants. D'accord? On m'avait fait un contrat de travail d'un mois. Au bout de 15 jours, j'ai un deuxième employeur qui m'appelle. Il me propose un travail que je ne connaissais absolument pas. C'est expert en recherche de fuite d'eau lors des dégâts des eaux. Et il me propose un CDI. Donc je me dis, un CDI, en fait, non, je vais pas le refuser. Donc Hmm. j'accepte. Mais en même temps, je me dis, je vais pas planter ceux qui m'ont fait confiance. J'ai un mois à faire. Je travaillais de nuit. Donc je me dis, je vais faire les deux boulons simultanés. Un mois, c'est vite fait. Et au bout d'un mois, donc mon travail de nuit me propose un renouvellement de 2 mois que j'accepte. Donc je continue les deux Mhm. temps plein. Et ensuite, il me propose 8 mois. Enfin, à la finale, j'ai fait 3 ans où j'ai gardé deux travails à temps plein. J'ai travaillé jour et nuit. Ce qui m'a permis de mettre un salaire de côté tous les mois. Et au bout de 3 ans, j'ai pu faire un crédit et acheter mon appartement. Donc j'ai arrêté ce travail de nuit pour essayer de retrouver une vie un peu plus tranquille parce Mhm. que c'est vrai que le travail c'était très Mhm. épuisant. Mhm. Euh, Surtout quand t'es marié et que t'as des voilà, enfants. surtout voilà, faut avoir sa vie familiale, Hmm. sa vie de couple aussi. Donc, mais pour moi c'était important, j'avais besoin de me donner les moyens de m'en sortir. Donc c'était une très très belle réussite, une très belle Hmm. revanche. Et en tout cas, je me suis prouvé qu'en 3 ans, j'ai été capable de faire bien plus que j'avais jamais réussi dans l'illégalité. Puisque là, au moins, il peut avoir un ouragan, il n'y a rien qui bouge, Hmm. quoi. C'est C'est solide. à moi, c'est gagné, il n'y a rien C'est pas un qui château de partira. cartes. Ah non, ça c'est sûr. Mais au bout de ces 3 ans, je publie mon autobiographie et je crée des réseaux sociaux. Au début pour faire connaître mon histoire et très rapidement, je me rends compte qu'il y a une vraie demande de la part de familles de détenus, de victimes, de détenus, de professionnels, et que mon passé, il peut être utile à plein de gens. Hmm. C'est sûr. Donc j'en fais bon usage, je réponds à absolument tout le monde et je fais la rencontre d'un intervenant en prévention et sensibilisation de la délinquance et qui se trouvait être en fait l'auteur du premier livre autobiographique que j'avais lu en prison, D'accord. qui était celui d'un ancien détenu. Donc on s'appelle, on en discute. Il me propose de l'accompagner lors d'une intervention auprès de jeunes placés sous main de justice en stage de réparation pénale. Et pour moi, ça a été une révélation. On arrive, j'ai vu les gamins qui regardaient leur basket, qui avaient juste pas envie d'être là. Au bout de 10 minutes, ils avaient les yeux et les oreilles grands ouverts. 2 jours après, si on leur avait proposé de rester un jour de plus, ils auraient accepté avec grand Magnifique. plaisir. Et là, pour moi, ça me parlait, je veux dire, c'était une évidence. T'as créé un Et engouement euh, autour de ton et on me l'a histoire. créé aussi, on Ouais. me l'a offert cette place-là, Hmm. on me l'a offert et Qui est j'y ai complètement vraiment trouvé légitime. ma place. Et en fait, je me suis dit, mais si avec mon parcours, je suis capable d'aider un gamin de ne pas connaître ce même chemin, Hmm. si je suis capable d'aller en prison, de retourner en prison par la grande porte et de montrer que d'autres voies sont possibles et d'aider des mecs à s'en sortir, si je suis capable de convaincre un employeur, si je suis capable de convaincre une victime
que la prison. Non, c'est pas un club med. La victime, la punition, elle est là, elle est bien concrète, elle est réelle. Si on arrive à mettre une paix entre tous ces gens, et ben au moins toutes ces années, elles n'auraient pas servi à rien, et ça donne Mm. du sens. Et donc je me suis engagé en tant qu'intervenant, je me suis mis en tant qu'auto-entrepreneur tout en conservant mon emploi. Et depuis quelques mois, avec mon épouse, on a créé notre association, on a fait un crédit personnel, on a créé une cellule mobile euh, totalement immersive avec laquelle aujourd'hui on intervient dans toute la France, dans les quartiers prioritaires, dans les cités, auprès de chefs d'entreprise, auprès des Mm. victimes aussi, pour essayer de défaire en tout cas les fausses idées qu'on se fait sur la prison, cette idée de Club Med, d'hôtel 5 étoiles qui est absolument fausse, Ouais. pour montrer vraiment que quand on est dans une cellule, peu importe si on a de l'argent ou pas, la promiscuité, le manque d'intimité, ce sentiment Mm. d'enfermement, Mm. l'oppression Mm. qu'on ressent, elle est bien là, elle est Mm. bien Mm. réelle, quoi. Mm. Euh, Et voilà. Yannick, justement, tu parlais d'une cellule mobile. Ouais. Comment t'es venu l'idée? Et ça fait combien de temps que la cellule mobile, on va dire qu'elle fonctionne? Mm. En fait, il y a un peu plus d'un an maintenant, il y a presque un an et demi, j'étais avec l'Observatoire international des prisons, aux côtés de qui je témoignais régulièrement sur le quartier disciplinaire, Mhm. et ils avaient une cellule démontable. Et donc quand j'ai vu cette cellule démontable, bon, il manquait plein de choses, il n'y avait pas le bruit, il n'y avait pas les meubles, ça permettait juste d'imaginer l'espace qu'il y a dans une cellule. Mais les gens qui étaient là, qui venaient visiter cette cellule, finalement, c'était des gens qui étaient déjà sensibilisés à la problématique carcérale. Et je me suis dit, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est emmener la prison vers ceux qui ne viendront jamais vers la prison. Donc j'ai commencé à beaucoup réfléchir à ça et j'en ai parlé avec cet intervenant dont je viens de parler, Mhm. Karim Mokhtari. Ah, Et big up à toi, Karim Mokhtari. Une grande personne. ouais. Et avec qui donc qui m'a mis qui allait trier, avec qui j'étais témoigné la première fois et qui était auteur donc de ce livre qui s'appelle Rédemption. Mm. Et donc on en parle ensemble et il m'a dit mais j'ai écrit sur ce projet, enfin sur un projet similaire il y a plusieurs années avant. Bon il m'a dit j'ai pas pu le porter parce que j'étais sur tellement de chantiers en même temps. Mais il m'a dit franchement porte-le. Enfin voilà je suis avec toi, Mm. on peut le construire ensemble. Mm. Et donc voilà Et c'est bien, c'est ce qui te c'était permet il y a un d'aller peu voir plus les d'un jeunes. an. Ouais. Mhm. Donc au début, alors j'avais pas l'association, donc il fallait déjà voir comment créer cette association. Il fallait un président, il fallait un trésorier, en sachant qu'une association, ben, au départ, il n'y a aucune subvention, donc il fallait trouver Mm. de l'argent aussi. Il fallait chiffrer aussi ce projet. Mm. Donc j'ai vraiment fait le tour de toutes les possibilités. On a pu créer l'association il y a 5 mois, c'était le 2 avril. D'accord. Donc le 2 avril, le même mois, on a fait un crédit personnel avec mon épouse de 10 000 € qu'on a prêté à l'association. Le mois de mai, on a acheté une remorque fourgon. Et tout le mois de juin, en fait, on a emmené cette remorque sur le terrain de Karim Mokhtari, donc ancien détenu. On a confié les revêtements intérieurs à 2 anciens détenus et une ancienne SDF, donc compagnon et détenu, qui étaient hébergés à titre gracieux sur le terrain de Karim, qui ont travaillé donc sur tous les revêtements intérieurs. Ensuite, la cellule est partie avec un artiste peintre qui est fils d'un ancien voyou, donc tout petit, il a été baigné là, dans les parloirs, les déménagements. D'accord. Et donc cet artiste peintre, il a travaillé pendant 15 jours avec 10 jeunes placés en PJJ Mhm. sur le graphisme intérieur et extérieur. Et quand ils sont revenus sur le terrain, bah, tous ensemble, avec mon épouse aussi, bah, on a mis tout le mobilier qu'on a financé nous-mêmes. Et le jour même où la cellule a été terminée, on a pris la route pour aller dans le sud de la France à un grand événement qui s'appelle Concertina, où plus de 60 personnes ont fait l'immersion dans cette cellule. D'accord. Et ça a été le démarrage de tout. Ok. Et justement, tu vas voir aussi des détenus en prison? Oui, Avec Karim Mokhtari, vu que lui aussi, il va Karim, lui, il va voir des détenus en prison depuis vraiment depuis très très longtemps, en longtemps, fait, ouais. depuis des années et des années. On on peut rappeler vite fait son association, les Chiens de l'Ombre. Les chiens de l'ombre et Voilà. l'association Sans Mur également. Voilà, il protège aussi les animaux, comme vous pouvez le constater, et il fait des préventions en prison, dans les foyers, dans les associations aussi. Donc merci pour ton travail, Karim, si tu nous écoutes, et big up à toi. Un travail formidable, ce qui est en fait effectivement non seulement il aide les détenus et les anciens détenus, mais il aide aussi des chiens qui sont destinés à l'euthanasie, Mm. qui ont été cabossés par la vie, bah, comme la plupart des détenus. Et voilà, il s'est vraiment donné pour mission bah, de sauver ces chiens également, et il fait un travail vraiment remarquable, quoi. Donc bravo. Vous vous êtes bien trouvé, je trouve. Ouais. Et donc, du coup, ma première prison, ça a été la prison de Seyss, qui est vraiment surpeuplée, donc à Toulouse. Je suis intervenu devant 60 détenus, donc pour témoigner, et les retours ont été vraiment exceptionnels. Tout le monde a été vraiment
profondément touché. Ils sont venus me remercier d'être venus. Ils m'ont dit vraiment, ça nous rebooste, ça donne de l'espoir, ça nous Mm, montre que malgré tout ce que tu as vécu, bah, si tu as réussi à t'en sortir, bah, on en est capable mm, aussi. mm, Il y en a certains qui mm. m'ont écrit, avec qui je suis en correspondance encore aujourd'hui. Là, la semaine prochaine, je vais intervenir à la prison, à la maison d'arrêt de Nanterre. Et normalement, début janvier, à la maison d'arrêt de la santé. Donc c'est un C'est un très démarrage beau aussi petit peu. cheminement. Ouais. C'est très bien parce que c'est pas facile de rentrer dans les prisons. Et Non. c'est pas tout le monde qui rentre en prison. Surtout avec la Donc, politique d'aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué, mais on lâche pas. Et voilà. Puis on espère vraiment qu'un jour on arrivera à proposer une formation pour les détenus de père aidant, mhm. pour faire justement ce que nous on fait aujourd'hui, et pour pouvoir leur donner un travail à leur sortie, pour lequel en tout cas le casier judiciaire ne sera évidemment pas un problème. D'accord. Et Yannick, y a-t-il une personne qui a lu ton livre? Bah, je suppose qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Mais est-ce qu'il y a une personne qui est venue te voir en te disant, Rose, il y a des choses que j'ai lues dans ce livre qui m'ont beaucoup aidé dans ma vie? Bon, j'ai eu des retours, j'en ai eu vraiment plusieurs. Alors, je pense par exemple à un gars qui m'a écrit via les réseaux sociaux, qui me dit voilà, je suis en prison, ça fait 2 ans que je suis là, j'ai absolument rien foutu depuis 2 ans. Je viens de faire 2 semaines de mitard, j'ai eu la chance d'avoir ton livre en mitard, je l'ai lu. Bah, c'est simple, je suis sorti ce matin du mitard, j'ai fait une demande pour travailler, pour m'inscrire au sport, pour suivre une thérapie, pour reprendre mes études. Donc ça, jamais je me serais attendu que ça puisse provoquer ça. Mm. Donc déjà, pour moi, c'est une super victoire. J'ai une maman à l'extérieur qui m'a dit, j'ai acheté votre livre pour savoir comment je pourrais aider mon fils qui est en train de rentrer dans le cannabis. Et en fait, avant même d'aider mon fils, en fait, votre livre, il m'a aidé moi. Parce que j'étais dans le déni total, j'avais oublié ce que ça faisait quand mon père rentrait bourré le soir, quand j'étais petit et Mm. qui claquait les portes. Et en plus, ça m'a permis de me rendre compte que j'avais encore beaucoup de travail à faire sur le manque de confiance en moi, sur la peur de l'abandon. Enfin, voilà, des retours comme ça, j'en ai eu beaucoup. Et là, il y a Et encore, qu'est-ce que ça te fait, Yannick? bah, C'est le but, c'est l'objectif, je pense. ça me booste, quoi, ça me donne des ailes, ça me donne encore plus envie d'aller de l'avant et d'en faire davantage. Mm. Encore il y a 10 jours, là, il y a un gamin devant qui j'avais témoigné, qui avait été dans la cellule mobile, qui m'a dit ton témoignage, c'était il y a 3 mois, il m'a dit ça m'avait hyper marqué, ça m'a même bouleversé. Bah, je voulais te le dire, là, ça y est, je suis parti de mon quartier, je me suis engagé dans l'armée et je suis en train de développer une passion pour la photo. Il m'a envoyé plein de photos de paysages et ça, j'ai trouvé ça génial. Et s'il écoute, big up aussi. Bah, big up à Donc toi et bonne voilà. continuation surtout. Et Yannick, le mot de la fin, où on peut te retrouver? Est-ce que tu as des réseaux sociaux? Snapchat, je sais que tu as une chaîne aussi YouTube. Donc on peut tout simplement aller sur le site de Calam Édition. Vous tapez Calam Édition ou l'association Murmure, vous tomberez sur notre site internet. Et sur notre site internet, vous avez les liens de tous nos réseaux sociaux. Donc vous pourrez nous retrouver aussi bien sur TikTok, Facebook, Messenger, LinkedIn. Voilà, il y a vraiment tous les liens dessus. Et t'as une cagnotte aussi, Yannick? Donc on a créé une cagnotte en ligne effectivement parce que ce que maintenant donc cette cellule mobile on a tout financé nous-mêmes, mais il nous reste encore des choses à financer. On voudrait mettre une vraie fenêtre de prison avec les caillebotis pour montrer qu'effectivement la lumière du jour ne passe pas tant que ça. On a besoin d'insonoriser Mm. totalement la cellule pour avoir vraiment